Signature du protocole d'accord sur la répartition des primes et autres avantages du personnel entre la haute direction et les bancs syndicales de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD. Une caisse de solidarité pour la retraite est aussi mise sur pied afin de permettre aux cadres et agents de cette régie financière de pouvoir bénéficier d'une retraite heureuse. Et puis 7 textes soumis au Conseil des ministres pour approbation par le ministre des Finances Doudou Fouambali Koundé Libotaï ont été adoptés à l'unanimité. Parmi ces textes, 4 concernent des projets de décret visant à améliorer la gestion de la trésorerie et de la comptabilité publique en République démocratique du Congo. Deux pourparlers ont été organisés entre les provinces douanières du Haut-Katanga et du Lualaba-Olomami. Les deux administrations douanières ont passé au peigne fin les problèmes qui les lient dans le processus de dédouanement, étant donné que Kolwezi et Lubumbashi dépendent des mêmes bureaux frontaliers que sont Kasumbalesa, Mokambo et Sakanya. Le développement de ces titres et tant d'autres dans ce numéro du magazine Fiscalité et Développement, dans une présentation signée Jocelyn Lombababa. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci de choisir cette chaîne pour suivre cette nouvelle édition de Fiscalité et Développement, magazine d'information économico-financière et dossier de développement en République démocratique du Congo que nous dédions à nos compatriotes de l'Est, victimes d'une guerre injuste imposée par le Rwanda. La communauté Banyamulenge n'a jamais sollicité une aide du Rwanda pour soi-disant sa protection, a insisté l'un des membres, le ministre d'État en charge des infrastructures, travaux publics et reconstruction, Alexis Gisaro. Il a dit lors du briefing de presse organisé le 11 mars dernier, co-animé avec son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya Katembwe, sur la cohabitation pacifique des communautés en RDC, la place de Banyamulenge. Les Tutsis congolais condamnent les ajustements diaboliques du Rwanda qui mènent une guerre de prédation des ressources naturelles dans la partie est de la République démocratique du Congo. Didi Mavambo, Nombolo Pepe Frédéric. Pays immense avec plus de 450 tribus, la République démocratique du Congo abrite plusieurs communautés réparties sur l'ensemble du territoire national. Certes, la cohabitation entre les différents membres existe, mais des problèmes internes ne manquent pas. De ce fait, c'est à l'État congolais de prendre ses responsabilités et non une nation étrangère pour résoudre les conflits internes. La prétention du Rwanda de faire la guerre dans l'est de la République, soi-disant pour protéger les Tutsis congolais appelés aussi Banyamulenge, qui seraient persécutés, est un argument fallacieux. Car cette communauté n'a jamais sollicité l'aide de Kigali pour sa protection, a confirmé un de ses membres, le ministre d'État en charge des infrastructures, Alexis Gisaro, lors d'un briefing de presse organisé par son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya Katembwe. En plus, les Banyamulenge n'ont jamais été persécutés ou marginalisés en RDC. Ils se retrouvent d'ailleurs dans beaucoup d'institutions du pays. Nous, comme communauté Banyamulenge ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Bien au contraire, les différentes invasions que fait le Rwanda ne fait qu'exacerber les problèmes de cohabitation qui peuvent exister. Parce qu'il en existe aussi entre les Luba et les Katangais. Nous l'avons vécu ici. Lors des joutes électorales, on a senti une certaine violence qui est revenue entre ces deux communautés. Les vraies causes de cette guerre d'agression menée par le Rwanda sont connues. C'est la prédation des ressources naturelles de la RDC. Une guerre purement économique qui n'a rien à voir avec la protection des Banyamulenge. Les vraies causes de l'invasion du Rwanda dans notre pays, qui, comme vous savez, sont des causes d'abord économiques, de pillage de nos ressources,
Et pour parler de cette question de la route, c'est parce que, justement, nous avions, et je suis ici bien placé pour le dire, parce que je suis ministre des Infrastructures, et j'ai travaillé sur ce dossier, nous avions décidé, dans le cadre de la coopération avec l'Ouganda, de faire la route de Kasindi, qui est la frontière avec l'Ouganda, Beni-Butembo, mais aussi de faire la même route au niveau de Bunagana, Rutshuru, Goma. Parce que le Congo, la RDC, a pris l'option de choisir une nouvelle voie en passant par Bunagana, donc en modernisant la route qui passerait de Goma, Rutshuru, Bunagana, c'est là les vraies raisons de la guerre. Parce qu'ils ont compris que tout le trafic qui passait par Gisenyi allait être détourné et les retombées économiques dont ils étaient bénéficiaires allaient aller vers l'Ouganda. Et c'est comme ça que la guerre a commencé. Le plan machiavélique du Rwanda étant de chercher la balkanisation de la RDC et l'occupation de territoires de l'Est riches en ressources naturelles, seule l'unité nationale pourra sauver la nation congolaise ainsi que son intégrité territoriale. Le pays ne doit pas tomber au piège de Kagame qui ne jure que par la division du peuple congolais. Les Tutsis congolais ou Banyamulenge condamnent fermement les agissements diaboliques du régime de Kigali. Autre chose à présent, au cours d'une audience publique organisée vendredi 14 mars 2025, la Cour des comptes siégeant au second degré en interchambre en matière de discipline budgétaire et financière a jugé les arrêts en appel introduits par les deux comptables publics principaux assignataires des recettes des districts du Moamba et de la Funa recevables et non fondés. Plus de détails dans ce reportage réalisé sur les images d'Armen Ngoma Moussakanda. La Cour des comptes, à travers son interchambre siégeant au second degré en matière de discipline budgétaire et financière, a statué en appel deux requêtes introduites par deux comptables publics principaux assignataires des recettes. Il s'agit de Iyombo Bosengele Johnny et Boyaka Bouela Bienvenue, respectivement comptables publics dans les districts du Moamba et de la Funa. Ces derniers ont été condamnés au paiement d'une amende de 20 millions de francs congolais ainsi que de frais d'instance pour faute de gestion liée à la transmission tardive à la Cour des comptes de leur comptabilité mensuelle des exercices 2020 à 2022. Statuant au second degré sur les recours en appel formés contre les arrêts définitifs rendus en premier ressort, la Cour siégeant en formation interchambre en matière de discipline budgétaire et financière a jugé les présents appels recevables mais non fondés. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucun grief articulé contre l'arrêt entrepris n'est fondé, la Cour des comptes dira le présent appel recevable mais non fondé, le rejettera en conséquence et confirmera l'arrêt entrepris dans toutes ses dispositions. Par ces motifs, la Cour des comptes, siégeant en formation interchambre en matière de discipline budgétaire et financière, article 1er, reçoit l'appel de M. Iyombo Bosengele Johnny Godet, comptable public principal, mais le déclare non fondé. Article 2, confirme l'arrêt entrepris dans toutes ses dispositions. Ainsi arrêté et prononcé par la Cour des comptes siégeant au second degré en matière de discipline budgétaire et financière. Il essaie de rappeler qu'au terme de l'article 90 de la loi organique, la Cour des comptes, dans l'exercice de son pouvoir juridictionnel, juge le compte des comptables publics principaux, assignataires des recettes et des dépenses, déclare et appure les gestions des faits, statue sur les fautes de gestion et prononce les condamnations.
Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï a, au cours de la 35e réunion du Conseil des ministres présidée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté 7 textes pour approbation. Ils ont été tous adoptés. Parmi ces textes, 4 concernent les projets de décrets visant à améliorer la gestion de la trésorerie et de la comptabilité publique en République démocratique du Congo. Pour en savoir un peu plus, je vous propose de suivre un extrait du compte rendu du Conseil des ministres fait ici par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboui. Le ministre des Finances a soumis au Conseil 2 projets de loi pour examen et approbation. Le premier, c'est le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. Ces textes viennent combler les lacunes non prises en charge par les dispositions de la loi congolaise, lesquelles lacunes ont été identifiées par les GABAC et confirmées par le GAFI. Elles portent notamment sur l'incrimination du financement du terrorisme, les devoirs de vigilance à la clientèle concernant les secteurs financiers et non financiers, la mise en œuvre des sanctions financières ciblées, les déclarations d'opérations objectifs de sortir notre pays de la liste grise du GAFI dans les délais. En même temps, ces textes favorisent l'échange d'informations entre la CNRF et les autres cellules de renseignement financier en vue d'obtenir son adhésion sollicitée au groupe Egmont. Le projet de loi portant organisation et fonctionnement des marchés boursiers en République démocratique du Congo, ces textes répondent à la nécessité de doter notre pays d'un cadre juridique et institutionnel moderne et adapté aux exigences d'une bourse de valeurs mobilières et d'une bourse de marchandises efficace et transparente. Il vise à favoriser la mobilisation de ressources nécessaires au financement des investissements, au développement du secteur privé et à l'accélération de la croissance économique. La surveillance et la régulation des opérations sur les marchés boursiers sont placées au cœur de cette loi, grâce notamment à l'institution d'une autorité des marchés financiers qui veille à l'application des dispositions légales et assure le bon fonctionnement aussi bien de la bourse des valeurs immobilières que la bourse de marchandises. Le ministre des Finances Doudou Fwamba Likunde Libotaï a reçu en audience vendredi 14 mars 2025 dans son cabinet de travail l'ambassadeur de France accrédité en République démocratique du Congo, Rémi Maréchaux. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la signature de 2 accords de prêt avec l'Agence française de développement AFD visant à appuyer la transformation numérique du pays et le développement durable de la ville de Boma. En particulier, grâce à ces financements conjoints, l'Agence française de développement et la Banque mondiale, à hauteur de 500 millions de dollars, la République démocratique du Congo amorce un tournant décisif pour renforcer sa connectivité numérique et garantir un accès équitable à l'Internet à travers tous les territoires. Ces projets structurants qui bénéficiera à 30 millions de Congolais marquent une avancée significative vers une souveraineté numérique inclusive et une meilleure compétitivité sur la scène internationale. La haute direction et les banques syndicales de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD ont signé le jeudi 14 mars 2025 les protocoles d'accord sur la répartition des primes et autres avantages du personnel. Une caisse de solidarité pour la retraite est aussi mise sur pied afin de permettre aux cadres et agents de cette régie financière du pouvoir bénéficier d'une retraite heureuse. Didi Mavambo, Etienne Abenga Kumba Chuma. C'est dans cette salle de réunion que le directeur général de la DGRAD, Étienne Ouchoudilutula, et son adjoint Christine Epolouke, d'un côté, et les syndicalistes de cette régie financière, de l'autre côté, ont apposé leur signature sur le protocole d'accord relatif à la répartition des primes et autres avantages du personnel. Moment historique pour la DGRAD car c'est une première dans l'organisation de ces services publics. Une caisse de solidarité pour la retraite est aussi instituée. Le protocole d'accord qui met en place
notamment la caisse solidaire des retraites pour les cadres et agents de la DGRAD. Non seulement une première, mais c'est aussi la première résolution de la conférence des directeurs tenue à Pullman du 4 au 7 mars 2025. Merci à la délégation syndicale. Venus de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, ces délégués syndicaux de la DGRAD voient en ces protocoles d'accord une garantie pour un avenir radieux de tous les personnels de cette régie financière qui devra bénéficier maintenant d'une retraite heureuse. C'est une grande joie puisque notre régie, depuis qu'elle est née, c'est la première fois que nous puissions avoir un tel avantage. Vous savez que toute notre vie est centrée pour servir l'État à travers la DGRAD. Et dès qu'on termine la carrière, on ne se retrouve pas avec ce que vous connaissez vous-même, le gouvernement central donne comme enveloppe fin carrière. Nous, la délégation syndicale nationale de la DGRAD, nous avons depuis un certain temps intéressé la haute direction pour que ensemble on puisse penser à cela. Et voilà, l'enfant est né. Nous avons osé, c'est une première parce qu'il fallait se prendre en charge. Vu la modicité de ce que l'État nous accorde comme fin carrière, alors c'est une organisation, c'est un enfant qui vient de naître. Nous voulons que cet enfant grandisse. Ce protocole porte essentiellement sur la répartition d'abord de notre rétrocession, la partie fonctionnement qui passe de 32% à 30%, et la partie motivation ou partie motivation des agents passe de 68% à 70%. Nous avons vu que de ce côté-là, c'est l'agent qui gagne un peu plus par rapport à la répartition ou la paie de notre rétrocession mensuelle. Et ce qui est plus important, parce que là, on vient de créer la caisse solidaire de la retraite. Et ça nous permet de travailler avec un peu d'assurance. C'est-à-dire qu'un agent en fonction de l'État, qui jadis travaillait sans imaginer ce que serait sa retraite, son avenir, c'était compliqué. Et maintenant, au moins, on est assuré. En attendant ce que l'État congolais peut nous donner comme pension de retraite, la DGRAD va s'organiser pour donner quelque chose. C'est une façon d'aider l'agent qu'après la retraite, qu'il soit actif. Dans les temps qui venaient de passer, il y avait une décision accompagnant les agents de la DGRAD à la retraite. Mais il n'y avait pas de provision. Pour ne pas dire que non, c'était une fausse affaire. Mais maintenant, là, avec ce protocole d'accord, c'est pour mobiliser les moyens, pour accompagner tout agent de la DGRAD. Ce n'est pas une affaire seulement des directeurs, comme on l'a dit, c'est pour tout agent de la DGRAD qui sera bénéficiaire de ces avantages-là. Cette signature du protocole d'accord est une motivation pour ces mobilisateurs de recettes non fiscales de l'État de travailler davantage pour les pays en vue d'être bien récompensés à la fin de la carrière grâce à la caisse de solidarité pour la retraite, des primes et autres avantages. La Direction générale des impôts DGI a participé du 10 au 15 mars 2025 en Suisse à Fribourg au forum d'échange organisé par le Centre d'amitié Suisse-République démocratique du Congo en collaboration avec l'Institut du fédéralisme sous les thèmes « Les contrôles et gestion des ressources naturelles et minières dans la gouvernance décentralisée, enjeux et défis de contractualisation, de taxation et d'exploitation ». Reportage. La DGI participe du 10 au 15 mars 2025 en Suisse à Fribourg au forum d'échange organisé par le Centre d'amitié Suisse-RDC en collaboration avec l'Institut du fédéralisme sous le thème «
contrôle et gestion des ressources naturelles et minières dont la gouvernance décentralisée. Enjeux et défis de la contractualisation, de taxation et d'exploitation. La Direction générale des impôts prend part activement à ce forum avec une délégation des cadres conduite par M. John Moussengi, directeur des grandes entreprises et représentant du directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi Mwamba. Ces assises ouvrent des perspectives intéressantes et constructives en matière d'échange, d'expérience et de bonnes pratiques pour une meilleure gestion fiscale et économique des ressources naturelles en République démocratique du Congo. La première journée a débuté avec la présentation de l'Institut de fédéralisme par le docteur Reka Olechache, chercheur senior. Ensuite, M. John Moussengi, représentant du DG, a pris la parole pour rappeler succinctement le système fiscal congolais, les objectifs de la DGI ainsi que l'importance que revêt sa participation à ce forum pour renforcer la gestion fiscale en RDC, notamment dans le secteur stratégique de ressources naturelles. La DGI, c'est une régie financière qui s'occupe des impôts du pouvoir central et qui a à la fois une mission budgétaire, c'est-à-dire la réalisation des recettes fiscales, et une mission de promotion aussi du civisme fiscal en vue de lutter contre la fraude et contre l'incivisme fiscal. On a eu le grand plaisir d'accueillir l'année dernière l'inspection générale des finances qui est venue en apprendre davantage sur le fédéralisme fiscal. Et aujourd'hui, c'est le premier jour d'une semaine de 4 jours dédiés à la gestion des ressources naturelles avec des interventions de différents professeurs de Suisse et d'ailleurs venant expliquer comment centralisation et décentralisation affectent la fiscalité et la gestion des ressources naturelles. Ce dont on a parlé, ce sont des choses qui sont importantes. Ça a été finalement un échange avec nos amis de la Direction générale des impôts, mais aussi l'Inspection générale des MID. C'est la question de savoir si on doit centraliser ou décentraliser la collecte, dans quelle mesure des ressources tirées des activités d'extraction. Donc ce qu'on a essayé de voir, c'est finalement quels sont les éléments pour une centralisation, quels sont les éléments qui sont au contraire plutôt en faveur d'une décentralisation, et on a essayé d'identifier les systèmes mixtes qui, eux, ne fonctionnent pas. Voilà. Et donc, cette discussion sera prolongée cet après-midi, où seront présentés le modèle suisse, le système fiscal suisse, qui effectivement peut donner un certain nombre d'idées. On ne peut pas substituer un système à un autre, mais qui peut donner un certain nombre d'idées en termes d'efficacité, notamment des procédures de collecte de l'impôt. Alors, je m'appelle David Staubli, j'ai fait une intervention sur le système fiscal suisse. Je vous ai montré que la Suisse est un pays très fédéraliste, très décentralisé. Ça veut dire la part des recettes fiscales qui revient aux cantons et aux communes est très importante par rapport à la globalité des recettes fiscales. Cette décentralisation très importante crée des différences à travers les cantons en Suisse au niveau de la charge fiscale très importante. Ça veut dire que la charge fiscale peut être très différente dans différents cantons, dans différents endroits en Suisse. Je vous ai montré le cadre institutionnel qui donne beaucoup de compétences aux cantons. Ça veut dire que la Suisse est un pays fédéraliste qui s'est formé à partir des États que nous appelons aujourd'hui les cantons. La Direction générale des impôts. Il s'est tenu du 3 au 10 mars 2025 à l'hôtel Sultani dans la commune de la Goumbé, la première session ordinaire de la commission tarifaire organisée par la Direction générale des douanes et accises DGDA. Objectif, formuler des recommandations idoines au gouvernement de la République pour rencontrer bien sûr les préoccupations du milieu d'affaires congolais. Reportage signé Priska Sekana Louteti et Armen Ngoma Moussakanda.
La commission tarifaire est un organe consultatif du gouvernement congolais créé par le ministère des Finances et dont le secrétariat technique est assuré par la Direction générale de douanes et accises DGDA. Elle est convoquée chaque fois qu'il se pose dans la vie économique du Congo-Kinshasa un problème touchant au bon fonctionnement des affaires. Pour cette première session, organisée du 3 au 10 mars 2025, 2 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir, premièrement, la correction d'anomalies d'ordre technique contenues dans les textes tarifaires en vigueur et dans la loi des finances numéro 24/011 du 20 décembre 2024 pour l'exercice 2025. En deuxième lieu, il était question d'examiner les requêtes des opérateurs économiques qui demandent la protection tarifaire de leurs activités. Jean-Louis Baouna Mabolia, directeur général adjoint de la DGDA en charge des questions techniques, représentant les DG des douanes Bernard Kabessé Moussango empêché, a soulevé qu'au terme des débats techniques, certaines requêtes des opérateurs économiques ont été approuvées et d'autres exigent un complément d'information. En ce qui concerne les requêtes des opérateurs économiques, les membres de la commission tarifaire ont examiné au total un certain nombre de requêtes venant des entreprises, notamment Mining Engineering Service, Vlisco, Swista, Dover, etc. Au terme des débats techniques, certaines requêtes jugées pertinentes ont été approuvées et ont donné lieu aux recommandations adressées au gouvernement. D'autres, par contre, exigent un complément d'information pour examen au cours de prochaines sessions de la commission tarifaire. La douane reste à l'écoute des opérateurs concernés et est prêt à offrir son accompagnement dans le cadre du partenariat avec le secteur privé tel qu'il est recommandé par l'Organisation mondiale des douanes. À l'issue de ces travaux minutieusement exécutés, les membres de la commission tarifaire ont formulé des recommandations idoines au gouvernement de la République pour rencontrer les préoccupations du milieu d'affaires congolais, plus précisément en ce qui concerne l'amélioration du train de vie de la population et la réduction des prix des biens et services. Les rapports me transmis renseignent également qu'un accent particulier a été mis sur les principes de non-cumul des avantages fiscaux et douaniers, tels que retenus dans la loi des finances en vigueur. Cette mesure permet la rationalisation des dépenses fiscales et par conséquent l'optimisation des recettes du trésor public, car payer les impôts constitue un devoir citoyen inscrit dans la constitution de notre pays pour donner au pouvoir public les moyens de leurs actions. Je souligne que toutes ces mesures s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à améliorer le bien-être général de la population et de mettre en place un bon climat des affaires pour les opérateurs économiques. Le ministère des Finances va soumettre au gouvernement de la République les recommandations contenues dans les rapports de cette première session ordinaire de la commission tarifaire et s'appliquera dans le strict respect des lois et règlements en vigueur à donner effet à ces propositions par la mise en œuvre de mesures idoines. Les provinces douanières du Haut-Katanga et du Lualaba-Olomami ont eu des pourparlers le vendredi 14 mars de l'année en cours. Les deux administrations douanières ont passé au peigne fin les problèmes qui les lient dans les processus de dédouanement, étant donné que Kolwezi et Lubumbashi dépendent du même bureau frontalier que sont Kasumbalesa, Mokambo et Sakania. Les détails avec Lambert Yuma Ramazani, notre correspondant permanent dans l'espace Gankatanga. L'accueil que le directeur provincial Tambwe Kankou de la DGDA au Katanga a réservé le vendredi 14 mars en cours à son homologue du Lualaba et au Lomami, Narcisse Pambou, a traduit toute la convivialité qui a entouré cette bipartite entre les deux administrations douanières sœurs. Le Haut-Katanga et le Lualaba-Olomami, issus du démembrement de la DGDA Katanga, ont tout intérêt à harmoniser les points de vue pour rendre effective l'autonomie de gestion de l'administration douanière de chacune des deux entités distinctes.
Déjà, une première rencontre avait eu lieu dans l'office du DP Ntambwe l'année dernière. 4 mois après, les 2 provinces douanières se retrouvent, et cette fois-ci dans la salle informatique de l'épée-ville de Lubumbashi. Tous les sous-directeurs des 2 provinces respectives, les inspecteurs concernés et surtout les chefs des bureaux de douane en général et en particulier ceux des bureaux frontaliers étaient présents. On a noté aussi la présence du coordonnateur du projet 672, entouré de ses collaborateurs, et ceux de l'informatique. Les receveurs principaux, les juridiques et tous les autres services de l'administration douanière des 2 parties. Pendant 5 heures, les débats ont tourné autour de plusieurs points, des questions des attributions et des dispositions de séparation de compétences dès lors que, vous vous souvenez, les postes ou bureaux frontaliers du Haut-Katanga sont aussi les portes d'entrée et de sortie pour la DGDA Lualaba Olomami. À l'issue de la bipartite, le directeur Narcisse Pambou nous fixe sur les matières qui ont fait l'objet des échanges. Nous avons eu à évaluer les discussions qui ont été prises lors de la première réunion qu'on a tenue au mois de décembre 2024. Et par rapport à la réunion d'aujourd'hui, nous avons eu à traiter de plusieurs points, notamment l'indépendance informatique des 2 provinces. Jusque-là, la province du Lualaba continue à dépendre de la province du Haut-Katanga en ce qui concerne l'informatique et puis certains aspects administratifs. Nous avons eu à parler aussi des transits. Les transits entre les provinces, étant donné que la province du Haut-Katanga dispose de 3 bureaux d'accès qui envoient des marchandises vers le Lualaba. Nous avons parlé des cas de transit qui n'arrivent pas à destination. Et on a pris quelques dispositions à mettre en place une commission qui va commencer à faire le suivi. On a abordé la question des scellés électroniques. Là, nous avons eu à parler aussi, à mettre en place une commission qui va commencer à gérer ces scellés pour les 2 provinces. Et on a responsabilisé les sous-traitants des brigades pour essayer de faire le suivi et puis chercher à diminuer tant soit peu cette fraude sur les distances. Vous avez touché aussi aux axes? Très bien, oui. Sur les axes, vous voyez, suivant l'instruction 03 et 03 du 4 septembre 2020, il est sûr que les produits d'axes doivent être payés au lait de session. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui sont basées à Lubumbashi qui envoient leurs marchandises, des axes au niveau du Lualaba. Et nous avons voulu que cette fois, pour mettre en place une politique pour que désormais les quantités qui sont envoyées au Lualaba soient payées au Lualaba. Il y a déjà les cas de la Brasile qui nous payent déjà chaque mois 2 milliards. Il y a aussi les cas de certaines maisons comme Kabeko qui payent dans chez nous. Donc, ce sont des avancées qu'on a constatées du côté des assises. Mais il y a aussi le problème de l'acide sulfurique au Léon. Et là aussi, on a parlé un peu de notre expérience. Parce que la province de Lualaba jusque-là enregistre de bonnes recettes par rapport à l'acide sulfurique qui est produit localement et qui est cédé aux entreprises minières. C'est pour parler dont les résultats permettront une nette séparation progressive des 2 provinces sont à considérer comme la coupure du cordon ombilical dans la mesure où il y a encore 6 mois que Kolusi, alors sous direction, dépendait encore de Lubumbashi. Aujourd'hui, devenue province douanière à part entière, la province s'érige du jour au lendemain. Malgré la séparation, les 2 administrations douanières restent animées de l'esprit de collaboration pour offrir à la hiérarchie qui en avait ainsi décidé le meilleur d'eux-mêmes par une mobilisation optimale des recettes attendues par la direction générale. La journée internationale des droits de la femme a aussi été célébrée par les douaniers de la DGDA Lualaba Olomami à Kolwezi. Occasion pour la nouvelle province douanière de se donner des défis en termes de gender et de manifester par ailleurs leur solidarité avec les peuples congolais victimes des affres de la guerre. Une fois de plus, Lambert Yuma Ramazani. C'est la toute première journée des droits de la femme célébrée à Kolwezi comme province douanière. Elle ne pouvait donc pas passer sous silence malgré la conjoncture. En effet, réunis ce 7 mars à l'hôtel Mount Palace de Kolwezi autour du directeur provincial Narcisse Pambou, les douaniers du Lualaba et Olomami ont célébré cette journée marquée par le contexte de la guerre tel que relevé par le sous-directeur de l'administration et des finances de la DGDA Lualaba Olomami, Madame Liliane Kalala Muzungu, dans son mot de circonstance. Nous joignons la voix de la femme douanière
de la province du Lualaba et Olomami à celle de toutes les femmes congolaises pour manifester notre soutien à nos vaillants services de sécurité et de défense pour la sécurisation de l'intégrité territoriale et implorer la grâce de Dieu pour la paix et le vivre ensemble sur l'étendue de notre pays. Avec Madame Kekumbu Nkoussou, chef du bureau de TFM, elles sont 2 sous-directeurs sur les 6 que compte la province du Lualaba et Olomami, ce qui n'est pas mal. Mais cet avantage n'est malheureusement pas observé sur le reste du personnel douanier de la nouvelle province, qui ne compte qu'une dizaine de cadres ou agents féminins. Vous remarquerez dans la salle ici présente, l'effectif de femmes douanières est minime par rapport à celle des hommes. Plaidoyer repris par le président de la délégation syndicale qui s'est prononcé pour l'amélioration du gender dans les effectifs du personnel de la province cobaltifère. Gonfler les effectifs féminins au Lualaba dépend de la direction générale. Cette doléance exprimée en ce jour dédié à la femme est bel et bien tombée dans les oreilles du représentant de Bernard Kabessé, directeur général. Tout en exprimant donc sa solidarité avec les douaniers de l'Est du pays ballottés par la guerre, Narcisse Pambou a pris l'engagement de transmettre cette doléance de la faible représentativité de la femme au Lualaba ou Olomami au décideur numéro 1. J'ai cité le directeur général. Notre province douanière met toujours Dieu au centre. Et avec Dieu, nous allons toujours évoluer à l'exploit parce que il va toujours répondre à nos préoccupations. Nous allons invoquer les CPE pour qu'il apporte la paix à l'Est, à l'Est. Cette guerre injuste qui nous est posée, et nous savons que la prière de la maman a toujours été exaucée. Parce que Dieu, pour nous envoyer notre Seigneur Jésus-Christ, il est passé par une femme, Marie. Alors, par rapport à cette journée, je voudrais vous inviter, les femmes, à bien travailler, même s'il y a un problème d'effectif. Nous allons transmettre fidèlement cette préoccupation à l'autorité nationale de l'EGDA pour que l'équilibre de prospérité soit manifesté dans tous les prochains jours. Nous voulons que la femme mette tout en œuvre pour notre province prenne des ailes. Nous sommes une jeune province, mais une province qui est grande, parce que déjà, les exploits que vous avez démontrés depuis le mois d'octobre sont palpables. Mettant Dieu au devant de toute action, le directeur provincial a invité un homme de Dieu, le pasteur Landry Mvula, à nourrir spirituellement l'assistance pour la circonstance. C'était avant le repas partagé en méditation pour que la paix revienne sur l'ensemble du territoire national. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé le jeudi 14 mars 2025 l'atelier de présentation du projet de transfert de technologies de pose des chaussées souples à base de déchets plastiques pour la préservation de l'environnement. C'était au salon Lubumbashi de Pullman Hotel Kinshasa en présence de Didi Mavambo, Nombolo Pepe Frédéric et d'Etienne Abenga Kumba Chuma. C'est un projet ambitieux présenté par Tyagarajar College of Engineering de l'Inde sur le transfert des technologies de pose des chaussées souples à base de déchets plastiques pour la préservation de l'environnement. Ça se passe devant quelques membres du gouvernement tant national que provincial de Kinshasa, ainsi que d'importantes personnalités dont les représentants de l'entreprise Okeplast, Jérôme Sekanapenepapa. Cette invention indienne utilise des déchets plastiques pour la construction de routes souples, favorisant ainsi la gestion durable des déchets. Un projet qui a séduit la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba Massoudi. Et il y a cette ingéniosité de prendre ces déchets, le mettre à la construction des routes
Et nous avons des problèmes sérieux de route, où quelqu'un vous dit ici, des nids de poules qui vont jusqu'à 3-4 mètres. Donc d'une pierre, on peut faire plusieurs coups. Après les routes, il y aura l'embellissement, il y aura la propreté, et nous allons atteindre plusieurs autres objectifs. Grâce aux accords conclus avec ces Indiens, il est prévu de formation d'experts congolais en Inde afin d'apprendre cette technologie de la construction de routes à partir des déchets plastiques. Nous avons nos experts et ils sont des experts. Nous allons les amener là-bas. Ils vont prendre tout le temps, 2 mois. Il y a des formations de 6 mois qui vont jusqu'à l'assainissement, la gestion des municipalités. Parce que j'ai entendu aussi ici, pour réussir ces projets, il faut une bonne politique de collecte de ces bouteilles. Et cette politique commence au niveau de nos ménages. Et ceux qui gèrent nos ménages, ce sont les municipalités, les bourgmestres, qui sont ici avec leurs chefs de quartier et les chefs de rue. Un système cohérent, périn, un système qui est important sur la collecte des déchets. Nous voyons souvent des poussières qui viennent matiti chaque matin. On peut les professionnaliser au lieu que ça reste dans l'informel. Avec plus de 10 000 tonnes de déchets produits par jour dans la ville de Kinshasa, sans compter de l'intérieur du pays, il y aura suffisamment de la matière première devant servir à la construction des routes. Une forte délégation d'investisseurs indiens et qataris, conduite par les envoyés spéciaux du ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, F. Bazaïba Massoudi, a effectué une visite aux installations du centre de compactage des déchets plastiques de la société Okeplast, filiale du groupe Angel, en vue d'explorer la piste d'investissement dans le secteur du recyclage des déchets. C'était le mercredi 12 mars 2025 à l'échangeur de l'UMT. Il est 12 heures, c'est mercredi 12 mars 2025, lorsqu'une forte délégation d'investisseurs indiens et qataris arrive au centre de compactage des déchets plastiques de la société Okeplast, filiale du groupe Angel, ici à l'échangeur de l'IMT. À la tête de cette délégation, Parfait Kabongo, conseiller en charge de l'assainissement et de lutte contre la corruption au ministère de l'Environnement et des Développements durables. À leur arrivée, ils sont accueillis par le délégué général du groupe Angel, Jérôme Sekana Penepapa, accompagné de Moussa, responsable des opérations de collecte des bouteilles en plastique PET de la société Okeplast. Ensemble, ils ont palpé du doigt le travail de Titan qu'abat la première société de recyclage des déchets plastiques au Congo-Kinshasa. De la collecte au tri jusqu'à la transformation des déchets plastiques en granulés PET, chaque étape a été expliquée avec soin aux investisseurs indiens et qataris venus explorer la piste d'investissement dans les secteurs de recyclage de déchets devant emmener à l'expérimentation de l'asphaltage des routes à partir des matières plastiques. Bien sûr, c'est un travail énorme, important. Mais à côté de cette multitude de déchets qu'il y a à Kinshasa, la population quinoise a parfois comme impression que rien ne fait. Mais vous pouvez remarquer avec nous, derrière nous, combien est-ce que ce sont des tonnes et des tonnes de déchets plastiques déjà ramassés, compactés, qui sont en voie d'être renvoyés ou envoyés à l'usine afin d'être traités et remis en circulation. Nous disons merci au groupe Angel et nous disons également merci aux délégations qui sont là, particulièrement à celle de l'Inde qui est venue pour nous transmettre une haute technologie mise en place par les collèges de la province de Tchangaragar, qui consiste à pouvoir mélanger du plastique au bitume dans le cadre d'asphaltage de nos routes.
À travers cette visite, ces investisseurs indiens et qataris ont été plus que conquis par le travail impressionnant des collectes, des tris et des transformations effectuées par la société Okeplast. They are doing a very good work. C'est un très bon site et ils font du bon travail. All the PET bottles, plastic bottles are collected, beautifully segregated, baled and out for delivery for the requirement in every cases. La séparation, le tri est aussi bien fait, donc le travail est bien fait. It's a good job done. Merci beaucoup. Je dois féliciter Good job. Au-delà des collecter, trier et transformer le déchet plastique, la société Okeplast, filiale du groupe Angèle, est un créateur d'emplois et grâce à son savoir-faire sur la question environnementale, protège plusieurs familles des maladies hydriques et des érosions. Pour ces seuls centres de compactage des déchets plastiques, ici à l'échangeur délimité, plus de 200 jeunes hommes et femmes y travaillent journalièrement et gagnent un SMIC au-delà de celui imposé par le gouvernement congolais. Un autre avantage que nous avons avec ce genre de travail, vous voyez les jeunes, ils trouvent quand même un emploi. Et nous allons continuer à entretenir nos jeunes dans ce secteur de l'environnement. Et depuis des années, on n'a pas ramassé comme nous le faisons aujourd'hui. Cela veut dire que la matière est abondante. C'est ce qui justifie d'ailleurs notre investissement pour la deuxième, troisième et peut-être la quatrième chaîne. Nous comptons beaucoup sur le gouvernement qui nous accompagne et nous promettons au gouvernement de collaborer avec les investisseurs qui vont venir pour que nous puissions vraiment rendre notre ville plus belle comme par le passé. Donc Kinshasa Bopeto, Kinshasa la belle, nous tous nous rêvons de pouvoir la métamorphoser, qu'elle redevienne plus belle comme par le passé. Considéré aujourd'hui comme le fer de lance du gouvernement congolais en matière d'assainissement, la société Okeplast, filiale du groupe Angèle, débarrasse la capitale congolaise d'une 50aine de tonnes de bouteilles plastiques par jour grâce à son usine Kintoko et ses 50 conteneurs de 20 pieds disséminés dans les 24 communes de Kinshasa, la capitale, pour l'achat des bouteilles plastiques collectées par la population. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI a remis mardi 11 mars 2025 un chèque de 5 millions de dollars au ministre de l'Industrie, Louis Watum Kabamba, comme contribution à l'effort de guerre. C'était au terme de la campagne de contribution volontaire lancée auprès du personnel de cet établissement public. La remise de ces chèques s'est déroulée au cabinet du ministre de l'Industrie qui a beaucoup apprécié ces gestes de patriotisme. Regardez. Le Fonds de promotion de l'industrie a remis officiellement ce mardi 11 mars 2025 un chèque de 5 millions de dollars américains au ministre de l'Industrie, Louis Watum Kabamba, comme contribution de cet établissement public à l'effort de guerre. La cérémonie s'est déroulée à Kinshasa, au cabinet du ministre qui a beaucoup apprécié ce geste de cœur, des raisons, de solidarité et de patriotisme. Il faut noter que le FPI a lancé une campagne de contribution volontaire auprès de son personnel en vue de soutenir le gouvernement, l'armée et les populations vivant dans les territoires sous occupation de l'armée rwandaise et ses alliés. Cette contribution du FPI à l'effort de guerre s'inscrit dans la dynamique de la riposte rigoureuse initiée par le président Félix Tshisekedi contre la guerre d'agression. Le directeur général, Bertin Mudjimou Tshisekedi, a joué sa partition et reste fermement convaincu que la victoire est dans les camps de la République démocratique du Congo. Vous savez que nous sommes agressés à l'est de la République. Les troupes rwandaises sont entrées en République démocratique du Congo. Il fallait alors venir en aide à la population qui éprouve beaucoup de difficultés en alimentation, en eau, etc. Et c'est ainsi que le ministre de l'Industrie nous a lancé un appel de participer à cette contribution. C'est ce que nous venons de faire tout à l'heure. Nous lui avons remis un chèque de 5 millions de dollars. Ça, c'est l'institution FPI.
Mais il y a eu également des activités volontaires de contribution des agents qui s'élèvent à 5 000 $. Nous avons remis tout à l'heure, c'est la cérémonie à laquelle vous avez assisté. Vous savez que les pays réalisent beaucoup d'argent à la fin de chaque année et la contribution devait suivre la tendance au fait de nos recettes. Un spot de l'inspection générale des finances, UGF, dans ces magazines, il porte sur l'implémentation de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. L'Inspection générale des finances de la République démocratique du Congo, créée le 15 septembre 1987, est un service de contrôle supérieur de biens et finances publiques. Elle est placée sous l'autorité directe du président de la République, chef de l'État. Elle a pour mission de veiller au respect des lois et règlements en matière de biens et finances publiques en République démocratique du Congo. À ce titre, elle contrôle l'utilisation des fonds publics, la gestion des entreprises et services publics, ainsi que toutes les provinces et entités locales. Elle encadre les administrations fiscales dans la mobilisation des recettes publiques et procède au contrôle de la régularité des paiements des impôts des assujettis. Depuis une année, elle s'implique fortement dans la lutte contre la malversation financière et la corruption dans la gestion publique au travers d'une opération appelée la patrouille financière. IGF pour l'implantation de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Cette édition du magazine Fiscalité et Développement est ainsi terminée. Merci de l'avoir suivi. Toute notre compassion envers les populations de l'Est de la République démocratique du Congo, victimes d'une guerre injuste imposée par les Rwandais. Les programmes continuent sur votre chaîne.